sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste à Racaille, qui se consacre aujourd'hui corps et âme au peintre Bernard Buffet, dont le MAM, le Musée d'Art Moderne, a installé une rétrospective, si on dit ça, accroché une rétrospective assez simaise, intéressante. Il y a combien, 100 œuvres ou quelque chose comme ça, une centaine, ouais, à peu près, ouais. Une centaine d'œuvres. Voilà, ça s'est jamais produit depuis 1956 ou 8, je sais plus exactement. Et c'était à la Galerie Garnier, où il y avait eu une grande expo de ce type, voilà. Donc, ils ont peut-être pas pu en mettre 100 dans la Galerie Garnier, quoi qu'ils ils l'ont un peu rétréci, elle était plus grande avant. Bon. Voilà, alors nous y sommes allés avec ma camarade. On s'est payé le parcours du combattant au musée d'art moderne, voilà, on était contents, on a pris plein la gueule. Et on va vous raconter ça après avoir écouté, si vous voulez, un extrait que ma camarade Picou va vous lire, un extrait tiré d'un texte de Yann Le Pichon. Yann Le Pichon. Ouais, Yann Le Pichon, donc c'est un peu un biographe de Bernard Buffet. Hein. Et donc, toi, tu as les volumes, il y a eu 3 gros volumes qui sont sortis sur l'œuvre de Bernard Buffet, 3 volumes de luxe. Le troisième est sorti assez récemment. Hein, et voilà, donc il y a un grand nombre de reproductions et il a mis quelques textes d'introduction. Donc moi, ce que je lis, c'est extrait du premier tome, vraiment tout au début de la carrière de Bernard Buffet. Hein. Au commencement était le désir d'être et d'avoir, c'est-à-dire de s'approprier le champ virginal de la toile, des couches, des serviettes, des nappes et des draps, dont se langent la faim et le sommeil insatiable de la prime enfance. Qui d'ordine, qui peint se détermine et devient peintre, comme en tétant nourrisson, en forgeant forgeron, et comme en pleurant on se console. On ne décide pas de son destin, prétend Bernard Buffet, que gêne toute interrogation sur les origines de sa vocation. Je n'ai d'ailleurs pas le souvenir de l'enfance, j'en suis sortie vite, très vite, à 10 ans ou plus tard, en me mettant à peindre. Je n'ai pas tellement aimé l'enfance. L'essentiel pour moi, c'était la peinture, c'est et ce sera toujours la peinture. Et je ne veux ni ne peux de toute façon y réfléchir. La peinture n'est pas un métier qui se raisonne, c'est un acte instinctif. L'inspiration vient toute seule, elle se passe des théories car ce sont des idées arrêtées. Je ne saurais la définir ou m'y attarder puisque je ne me connais pas. Pour conquérir de ses pinceaux vaillants sa physionomie, son anatomie et par conséquent son autonomie, pour se connaître en se reconnaissant, Bernard Buffet se commet dès sa puberté avec sa peinture. Son nez perplexe s'allonge comme son sexe, son regard hagard se voile d'une tête d'égocentrisme, son oreille en corbeille se déploie pour mieux écouter ces voix infimes du silence, sans lesquelles l'art d'apparaître ne serait que pastiche, donc postiche, inapte à raconter l'homme qui aimerait se confier. Le profond gît dans le superficiel, dans ses cocteaux, qui s'excusaient ainsi de paraître léger. Ses traits saillants et son apparence fantomatique suffisent-ils pour nous révéler l'appartenance du peintre à ses profondeurs? Oui, puisqu'il est devenu ce qu'il n'a pas eu. Un peintre du manque et de la rareté, comme il en court peu dans les dédales de l'histoire de l'art, qui aime tant les prodigalités. Ainsi, précédé de ces ombres verdâtres, quasi aquatiques, la tombée du jour fait se déserter cette banlieue dont il se rend maître comme le gabelou Rousseau qui se disait aux bornes de Paris « C'est à moi tout ça si ce n'est à personne ». Ainsi, à la frontière indécise des rivages du Nord ou de la Bretagne, si propice aux naufragés de l'amour, coqs désœuvrés, poissons privés de mer, maisons de pêcheurs isolées, sauf aux paysagistes de l'absence, il ne s'y trouve de point s'y confondre et de s'y anéantir. Magnifique texte, en main pour cette partie en tout cas. Voilà, c'est ce que je pense, si on écoute bien ou si on réécoute ce texte, on peut approcher quand même un tout petit peu Bernard Buffet, sauf que vous pourrez l'approcher un peu plus si vous allez au MAM, voilà, pour son expo, sa rétrospective, et puis aussi au musée de Montmartre,
une expo plus intimiste. D'ailleurs, c'est une expo qui s'appelle Intimement, justement, Intimement. qui, elle, a été faite avec la collaboration de son fils Nicolas Buffet. Voilà, un jeune homme vraiment qui semble assez sympa, voilà, qui est parti à 15 ans de la maison familiale pour faire sa vie, qui est un musicien, voilà, qui parle dans le film qui a été fait sur Bernard Buffet et qui est en vente justement au musée de Montmartre et que ma camarade a trouvé sur un site à elle, un site secret, voilà, mais de toute façon il est en vente à 20 € au musée de Montmartre et sur le web on peut le trouver à 7 €, mais sur le site d'Arte, parce que Arte a participé à ce film et il sera de toute façon en diffusion le dimanche 6 novembre à 17h25 sur Arte et il sera en Arte Replay, donc visible pendant 7 jours. Ouais. Et c'est important de le visionner parce que ça pourra vous donner des éléments de réflexion sur ce qu'est un artiste peintre et particulièrement sur la vie de Buffet qui n'a pas été un long fleuve tranquille. La vie est un mélange assez subtil. Quelques gouttes de sang, un doigt de chlorophylle qui se mélange dans les odeurs de la ville pour ensuite s'écouler comme de la résine. Tu le sais bien, tout ne tient qu'à un fil, qu'il soit de nylon, de soie, de crinoline. Je le sais bien, j'ai passé tant de deals. Je ne suis plus que le simple héroïne. La vie est un art parfois très difficile, que l'on pétrit un peu comme de l'argile. Elle s'avère parfois tellement indocile qu'elle soit au féminin ou bien masculine. Tu le sais bien, je ne suis pas si facile. J'ai emprunté la route des cimes. J'ai dansé tant de fois au bord de l'abîme. Je suis accroché à l'adrénaline. La vie peut parfois avoir des coups de spleen, quand sa pupille se fait soudain si féline. Elle aperçoit alors, elle s'imagine toutes les belles choses que l'on assassine. Tu le sais bien, je manque de discipline. Je suis la femme, parfois androgyne. Je n'ai jamais été une figurine. À ce jeu-là, je ne serai jamais encline. La vie n'est qu'une toute petite machine. C'est un peu ça qui malgré tout me fascine. Elle s'embrasse, elle se transmet, se contamine dans le sourire d'une petite gamine. Tu le sais bien, je me fais de la pile pour mon amour si fidèle, inutile. Nos vies ne devraient jamais se finir dans un triste et magnifique champ de ruines. La vie est un art vraiment très difficile. Tu le sais bien, tout ne tient qu'à un fil. Un art assez difficile, interprété par Juliette Gréco. Donc Juliette Gréco, c'était Saint-Germain-des-Prés, c'était une amie d'Annabelle qui était la compagne et même la femme de Bernard Buffet. Voilà, oui, c'est un petit milieu bien particulier. Voilà.
Et puis, donc oui, la femme de Bernard Buffet, Annabelle Schwab, était une pote à Gréco. Voilà, un pote aussi à Sagan, peut-être même compagne de Sagan pendant un moment, on ne sait pas. Voilà. Mais ma camarade Piquet-Cou va développer tout ça dans la bio. Enfin, peut-être pas dans la bio, mais enfin, on va en parler de toute façon. Maintenant, elle va essayer de vous faire dérouler un peu la bio de Bernard Buffet. Oui, on va commencer par une bio un peu classique et puis après on plongera enfin dans son œuvre. Ouais. Alors Bernard Buffet, il est né en 1928. Hein. Il est né rue des Batignolles, au numéro 29, donc à Paris dans le 17e. Et très jeune, effectivement, comme c'est dit dans le texte, hein, il dessine, il peint. Et il n'est pas passionné par ses études, il est renvoyé du lycée Carnot et il va suivre des cours du soir et de dessin à la ville de Paris. À 15 ans, il remporte le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts et là, il passe 2 années dans l'atelier du peintre Eugène Narbonne et il se forme également au Louvre. Hein. Le Louvre vient de rouvrir progressivement après la guerre, donc il y passe de nombreuses heures et il va regarder les tableaux des anciens. Hein. Il aime Courbet, il aime Géricault, il aime Rembrandt. À 17 ans, il s'installe à un atelier dans la chambre de bonne de l'appartement de ses parents. Et là, il va peindre avec tout ce qu'il peut récupérer, qui peut lui servir de toile. Il y a encore peu de matériel, donc il va récupérer des draps, des chiffons, il va les coudre et il va peindre dessus. Il expose un autoportrait au Salon des moins de 30 ans. Et en 1945, il rencontre malheureusement Lancoux. Alors Lancoux, c'est la mort dans la mythologie bretonne. Sa mère est opérée d'une tumeur au cerveau, elle décède. Et Bernard Buffet la retrouve inanimée après dans le jardin de leur villa. C'est un décès qu'il marquera longtemps. Il avait coutume de prendre des vacances au bord de la mer dans les Côtes d'Armor. Donc il y allait avec sa mère et son frère qui était âgé de... Lui, il a fait ça depuis qu'il avait 7 ans. Et donc voilà, c'est là qu'il a retrouvé sa mère inanimée dans le jardin. Et cette mer, c'est pareil, il va toujours garder comme le souvenir de la mer, de la marée, de tout ce qui tourne autour, hein, des crustacés, les ports de pêche, les terre-neuvas, les veuves des mariniers. Et l'année suivante, il présente un tableau qui s'appelle L'homme accoudé au Salon des Indépendants. Et en décembre a lieu donc sa première exposition qui est présentée par Pierre Descartes à la librairie des Impressions d'Art. Alors Pierre Descartes restera toute sa vie un défenseur de Buffet, hein, même si après la critique a retourné sa veste. Lui, Pierre Descartes, restera un fidèle de Buffet. Et l'État achète un tableau qui s'appelle Le Coq Mort. Alors il n'obtient pas le prix de la jeune peinture, ensuite, qui est organisé par la galerie Drouin-David. Là, il présente un tableau qui s'appelle Le Buveur. Le Buveur, c'est un tableau qui peut faire penser au buveur d'absinthe des impressionnistes, hein, que ce soit du gars. Mais le docteur Girardin, lui, qui a un coup de foudre pour la peinture de Buffet, va acheter 17 de ses œuvres entre les années 48 et 53. Et là, va défendre sa peinture avec passion. Et il va attirer l'attention de Emmanuel David sur Bernard Buffet. Et Emmanuel David, justement, va devenir son marchand exclusif dans un premier temps, va lui donner chaque mois de quoi vivre, acheter ses couleurs, sa toile. Et c'est un contrat qui, par la suite, sera partagé avec Maurice Garnier, qui deviendra aussi son galeriste. Donc, à 20 ans, Bernard Buffet obtient le prix de la critique. Hein. C'est un tableau, je crois, qui s'appelle Deux hommes au salon. Et il l'obtient en même temps que Bernard Lorjou. Alors, Bernard Lorjou, à ce moment-là, lui, a 20 ans de plus que Bernard Buffet. Et là, c'est effectivement le début d'un succès qui va grimper vraiment à vive allure. Hein. En 1950, il rencontre Pierre Berger qui sera son compagnon pendant 8 années. Et Pierre Berger, on verra par la suite, le quittera pour Yves Saint-Laurent. Et là, à ce moment-là, il expose partout dans le monde, à New York, Londres, Bâle, Copenhague, Genève. Il rencontre également avec Berger Giono en Provence. Ils vont rester quelque temps dans le sud de la France. Et puis après, ils vont même acheter un mas là-bas et puis rester travailler. Il fait des expositions annuelles chez Drouin-David et Garnier. Et là, il travaille par thème. Et en 1958, donc la Galerie Charpentier organise sa première rétrospective. C'est-à-dire, il a 30 ans, quoi. C'est juste 10 ans après avoir été connu. Et en mai de la même année, il va rencontrer Annabelle Schwab à Saint-Tropez. Donc Annabelle, elle est mannequin, écrivaine, chanteuse. Elle est d'allure androgyne et c'est une personnalité de Saint-Germain-des-Prés. Elle côtoie donc, il y a Gréco, Sagan, Vadim, enfin toute la bande. Et donc Berger venait de le quitter pour Yves Saint-Laurent. Et quand il rencontre Annabelle, c'est le coup de foudre. Ils vont se marier secrètement la même année.
et elle sera finalement sa compagne et sa muse jusqu'à la fin de sa vie. Donc il lui consacrera même plus tard une exposition, je crois dans les années 60, en faisant une trentaine de ses portraits. Et là, le couple mène une vie mondaine, vit dans des châteaux, il déménage régulièrement. Bernard Buffet s'achète une Rolls. Ils adorent chiner aux puces de vieux objets. Et c'est un style de vie qui sera mis en avant dans des journaux comme Match, et en fait qui lui sera reproché, même si effectivement d'autres artistes ont gagné largement autant d'argent. Alors il est décrié, il est boudé par la critique, mais ça ne l'empêche pas de travailler comme un forçat, en solitaire dans son atelier. Peintre et son métier, il y consacre sa vie. Le couple adopte 3 enfants, 2 filles et un garçon, donc Nicolas, lui qui est devenu musicien. Et en 1973, c'est le collectionneur Kishiro Kano qui fonde un musée Bernard Buffet au Japon. Donc Annabelle ira à l'ouverture du musée, à l'inauguration. Bernard Buffet, qui est plutôt timide, réservé, la laisse aller toute seule, même si par la suite il retournera dans ce musée. Et en 1997, il est atteint de la maladie de Parkinson, et 2 ans plus tard, il se suicide donc dans son atelier à Tourtour, c'est dans le Var. Il n'arrive plus à peindre, c'est insupportable, donc il se retire dans son atelier, il prend un sac en plastique qui noue autour de sa tête. C'est un sac en plastique de son galeriste, donc il y a son nom dessus. Et il se suicide ainsi, et Annabelle va le trouver peu de temps après. Et après, donc, ses cendres sont dispersées dans le jardin de son musée au Japon. C'est en gros la biographie de Bernard Buffet. Oui, une biographie qui recouvre 50 ans de peinture. Voilà, 50 ans de peinture, 8000 œuvres. 8000 œuvres, oui. Au moins, on n'a pas le chiffre vraiment exact, mais 8000 œuvres, ça fait 2 œuvres par semaine. Mais bon, pendant 50 ans, à peu près, Ouais. Je suis pas très fort dans les calculs, mais voilà, c'est quand même considérable. Ça doit avoisiner ce qu'a fait Picasso, ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, il y en a 2000, c'est ça. Il y en a 2000 dans le musée au Japon. Au Japon, oui. Pierre Berger en a 200 dans sa collection, je crois. Il y en a, un fonds d'une centaine au musée d'art moderne, je pense, ou alors c'était des prêtres particuliers aussi. Il y a une donation, je crois qu'il y a une donation des enfants au musée d'art moderne. Ouais, voilà. Bref, si vous voulez, on va en parler plus avant dans son œuvre, ses expos, etc. Mais quand même, c'était quelqu'un, comme l'a dit Piquet-Cou dans l'extrait qu'elle vous a lu, comme elle l'a expliqué tranquillement, et je crois que c'est un très très beau texte, et bien dit en plus, où c'était l'homme peinture, il vivait que pour ça. Son fils le dit d'ailleurs dans le petit film, que son père ne vivait que pour la peinture. Voilà, et même, si vous voulez, c'était sa première maîtresse avant Annabelle. Annabelle l'acceptait tout à fait. Mais voilà, sa peinture, c'était pour lui, si vous voulez, vraiment, on peut dire, c'est un peu cucul après lui, mon truc, mais c'est son oxygène, voilà, c'était son oxygène. Non, j'aurais peut-être dû dire son alcool, mais bon. Donc, comme par ailleurs, il picolait pas mal, voilà. C'était pas la peine d'en rajouter. Bon, voilà, c'est comme tous les artistes, si vous voulez, dont on se rappelle quelques années après leur mort, des fois quelques siècles. Voilà, c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Voilà, c'était pas. Vous savez, les artistes velléitaires, c'est rare qu'on en entende parler. Ouais, bon. Mais d'ailleurs, c'est ce que rapporte tant Pierre Berger qu'Annabelle, d'avoir vécu avec lui, c'est que rapidement, il y avait un besoin d'atelier. Donc, même s'il y avait un moment joyeux, ludique, il fallait vite fait construire un atelier dans un coin d'une pièce et ils se mettent à travailler. Oui, parce qu'il déménageait tous les 7 ans. Alors, tous les 7 ans, bis repetitas, il fallait faire l'atelier, et puis tout de suite, c'était pas. Alors, c'est un peu. Alors, je ne sais pas s'il a gardé toutes les demeures qu'il avait achetées au cours de sa vie, mais Picasso était comme ça aussi. Mais sauf la différence, c'est, je sais pas si Buffet faisait la même chose, mais Picasso, il se barrait, c'est tout en plan. Vous voyez, ses peintures, son matériel, c'est recommencer à zéro ailleurs, voilà.
Mais moi, je peux comprendre un peu ce besoin de vie, de changer de lieu, etc., etc. Sauf que le dernier, à Tourtour, je veux voir la vue qu'ils avaient de leur propriété sur le paysage environnant. Hein. Attention, c'est pas Sarcelles ou la Courneuve. Hein. Bon. Alors ce qu'on voit aussi dans ce petit film, c'est que donc tous les ans, quand il est à la Galerie Garnier, il y avait une exposition au mois de février. Et au départ, on avait proposé le mois de février, parce qu'apparemment c'était un mois dont personne ne voulait. Voilà. Donc Buffet a accepté ce mois de février, ça a été un immense succès. Donc il y a eu cette habitude qui a été gardée de faire le premier jeudi de février. C'était le vernissage de l'expo Buffet, qui à chaque fois avait un thème différent. Et donc, il s'est suicidé, je crois, en octobre. Donc, l'expo d'après, en février, effectivement, lui n'était pas présent à ce vernissage. Et il avait déjà anticipé, en fait, sa mort, puisque le dernier thème de son travail, c'était la mort, quoi. Voilà, c'est ça. Qui, d'ailleurs, picturalement, est assez, comment dirais-je, déconcertant. Voilà, on sent qu'il a plus la maîtrise de l'outil, quoi. Vous voyez, même dans le petit film, on le voit qu'il tient sa main. Il tient sa main droite avec sa main gauche pour pouvoir dessiner, même peindre, voilà. Et on voit que il y a plus ses traits, il y a plus ses lignes, il y a plus tout ça, c'est un espèce de, je dirais pas de cacabouilla par respect pour lui, mais ça ressemble un peu à ça quand même, voilà. C'est comme les dernières œuvres de Picasso, quoi. On retourne à quelque chose de très primaire, de très primitif. Dans la technique, en tout cas, voilà. Oui, Bernard Buffet, ça se coud quand même un peu. Voilà. Nous, on est plutôt si vous voulez, comment dirais-je, on aime plutôt sa première période, sa période misérabiliste, quoi. Après, on s'en éloigne un peu, malgré que ce soit quand même encore un travail assez exceptionnel, hein, parce qu'il faut dire que Pépère, il mollissait pas sur les formats. Mais il était capable de nous faire des paysages à la Corot, et on reconnaît pas du tout le style anguleux, les craies noires de Buffet, tout ça, et en même temps aussi capable de faire des tartines gigantesques sur, par exemple, l'enfer de Dante, les choses comme ça, c'est des choses d'incroyable. Voilà, bon je vais arrêter parce que après on n'aura plus de matière, il y en aura pour faire 3, 12, 20, 100 émissions. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole nous reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit,
On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. C'était Boris Vian, on n'est pas là pour se faire engueuler. Et vous écoutez Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission à Racaille, hein, ouais, j'allais l'oublier, dites donc. Ouais, comment ça va ramollir là-haut, hein, Ouais. au Plève-Tir, pour une émission consacrée à Bernard Buffet. Ouais, j'avais 2 interventions au téléphone justement intéressantes sur le fait de Pierre Berger, qui a su aussi exploiter quand même tant Bernard Buffet que Yves Saint-Laurent, quoi. Oui, non, c'est pas un personnage quand même, voilà. J'ai eu bien raison, malgré que toi tu ramollis un petit peu en le voyant, etc. Moi, Bref, c'est pas quelqu'un qui m'inspire beaucoup, le père Berger, hein. Bon, c'est d'abord un homme d'affaires, voilà, et qui a profité, si vous voulez, de 2 très jeunes gens qui étaient un peu paumés. Bon, ça c'est mon sentiment. Effectivement, on sent quand on voit dans les interviews que Bernard Buffet est vraiment très introverti. Il regarde à peine, surtout dans ses jeunes années, là, quand il a 20-25 ans, il regarde à peine l'intervieweur, il dit quelques mots seulement, et c'est souvent quand Pierre Berger est à côté de lui, c'est lui qui reprend le flambeau, quoi. Ouais, il marmonne, quoi, Buffet, il marmonne, c'est un marmonneur. Bon, mais en tout cas, on n'est pas là pour le descendre, hein, au contraire, on est là pour essayer de transmettre notre émotion en regardant ces 2 expos au musée d'art moderne et au musée de Montmartre, une qui est flamboyante parce que il y a tout le déroulé de son parcours artistique depuis ses 20 ans jusqu'à ses 71 ans. On voit ses débuts justement avec cette peinture très minimaliste, des fonds vraiment toujours très pauvres en couleur, en tout cas, des fonds, c'est toute une couleur, une espèce d'ascèse picturale, voilà. Et c'est ça. Il y a eu 2 révolutions dans l'œuvre de Buffet. Enfin, ces 2 révolutions conjointes. D'abord le trait, un trait. Des traits anguleux, etc., des personnages quasiment filiformes, pour pas dire squelettiques, voilà, et une absence presque totale de couleurs, voilà, si vous voulez, tout est dans les tons rompus, etc., tout est dans les gris roses, les gris bleus, les gris jaunes, les gris verts, les gris qui donnent, voilà, c'est une infinie mélancolie, tristesse qui... quand on regarde, quand on rentre dans cette œuvre de ses débuts, voilà, qui, de mon point de vue, reflète vraiment sa personnalité, quoi. Parce que quand on le regarde, on n'a pas envie vraiment de se marrer, voilà. Non ? Oui, d'ailleurs, je pense que même quand on étudie, quand on voit tous ces tableaux, là, c'est intéressant de voir tous ces 2 expositions, c'est que il est partout dans ces tableaux, en fait. Oui, et je pense pas que ça soit un égocentrisme forcené d'artiste, mais si vous voulez, il a une telle personnalité. Enfin, tous les artistes, plus ou moins, on pense à Rembrandt, on pense à des gens comme ça qui se sont peinturlurés. Rembrandt, je crois que c'est 90 autoportraits ou quelque chose comme ça. Buffet, je pense que c'est encore plus, mais ça doit être 8000 autoportraits. Non, il faut retirer ses natures mortes, ses paysages, etc. Mais bon, voilà. Et il n'a pas, si vous voulez, dans cette période, en tout cas, mais ça a débordé après sur les autres périodes, mais il a du mal à faire des visages féminins, il a du mal à faire des formes féminines. Hein. On peut pas dire que ces personnages sont tous
plus androgyne, homme-femme, on sait pas trop, quoi, voilà. À part que les hommes, ils sont couillus, puis ils ont un pendentif entre les jambes, mais bon, voilà, c'est ce qui peut distinguer les hommes des femmes, à peu près. Ouais, Voilà. puis que les femmes, après sa rencontre avec Annabelle, ont des yeux un peu plus ronds quand même. Oui, un peu plus rond. Annabelle, il lui fait quand même des fesses un petit peu plus fessues. Mais bon, voilà, même c'est même gênant presque qu'Annabelle, il fait quasiment des portraits, mais très très ressemblants. Enfin, c'est vraiment là, bon, c'est un bon portraitiste, mais par contre les siens sont pas franchement ressemblants, on peut pas dire. On sait que c'est Buffet parce que c'est dit que c'est Buffet, mais on n'est pas tout à fait sûr que c'est Buffet, quoi. Voilà. Sauf qu'Annabelle, oui, et on sent sa sointe de sa peinture quand il travaille sur elle, enfin quand il apprend comme modèle pour ses corridas, pour n'importe quoi, on sent, ça exude son amour pour elle, quoi. On sent c'est quelque chose de flagrant. Et ma camarade, il est très sensible, hein. Elle a un cœur de midinette, attention. L'amour de Buffet et d'Annabelle, là, ça lui cause. Ouais, non, mais je trouve qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose de fort dans cette relation. Oui, effectivement, on peut pas passer à côté, quoi. Et même justement quand il se suicide, c'est son fils Nicolas qui témoigne, qui dit que c'était très dur pour sa mère et qu'il en voudrait presque à son père pour ça, parce que sentant la fin venir, en fait, Annabelle l'aurait pratiquement suivi. L'aurait sûrement suivi dans ce suicide, parce que je crois que les enfants sont pas restés très longtemps à la maison. Il y avait vraiment ce couple qui vivait à deux, quoi, qui avait besoin de se retrouver et qui ont probablement, quand Buffet allait moins bien, qu'il était critiqué, qu'il s'est isolé, effectivement, ils ont commencé à boire, ils ont bu tous les deux. Après, ils ont dû essayer d'arrêter. Annabelle a écrit un livre qui s'appelle D'amour et d'eau fraîche, où ils essayent de reprendre un peu pied, mais il y a quelque chose d'assez fusionnel quand même dans cette histoire, quoi. Mais l'alcool n'est pas évidemment absent de cette fusion. Mais bon, c'est d'ailleurs terrible quand on regarde la manière dont son physique se dégrade, mais à tous les deux d'ailleurs, au fil des années, d'androgyne, de filiforme, il s'épaissit, se boursoufle, et vraiment à la fin, Buffet était un espèce d'obèse, voilà, pas très agréable à regarder, mais bon, c'est pas lui qui était important. Si, c'est quand même l'être humain, mais c'est son œuvre, et son œuvre était à l'image un petit peu de sa dégradation physique, quoi, dans les dernières années de sa vie. Voilà, bon, on peut pas, si vous voulez, je sais pas qui c'est Basquiat qui disait que il faisait ses plus mauvaises œuvres quand il était chargé, voilà, quand il était clean. Il a fait d'après lui, ses plus belles œuvres, mais quand il était chargé, c'était du cacabouilla. Mais malheureusement pour lui, ses amateurs aimaient avoir des œuvres qu'ils savaient que leur artiste les avait barbouillés quand il était chargé. Voilà, et comprendre les gens. Enfin, les tarés de la gentry new-yorkaise, bon, c'est un petit peu les mêmes que chez nous, quoi. Voilà, les gens qui ont plein de fric, etc. Et c'est pas franchement des gens fréquentables. C'est pour ça que j'aime pas trop Berger. Par contre, Buffet, oui, je peux souffrir de le voir s'abîmer comme ça. Voilà. Oui, surtout que sa peinture en prend un vieux coup dans la gueule, de mon point de vue, hein, parce que bon, il y a des gens qui aiment bien ces périodes suivantes. Pour moi, elles sont froides, il n'y a pas d'émotion dedans, voilà, c'est brillant, c'est magnifiquement peint, voilà, il y a des choses grandioses, gigantesques, mais c'est pas vraiment ce que je préfère dans son œuvre. Je préfère vraiment ses débuts, c'est plus intimiste, c'est plus fragile, c'est plus... il travaille, il a une façon de travailler les fonds qui est vraiment forte. Ouais, exceptionnel. Il y a toujours quelque chose dans ses fonds, il scarifie déjà un peu la toile, après il met ce fond, que ce soit gris ou pas, et c'est très très important, je trouve. Ah, très important, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus important que après, et toi, c'est toi qui me l'as fait remarquer, dans ces grandes tartines là
il y a des grandes tartines sur la guerre, etc. Et il fait des ciels orangés, verts, jaunes, c'est vraiment cacabouilla. Ouais, alors c'est rigolo, enfin c'est pas rigolo, mais c'est le commissaire d'exposition, je crois, au musée d'art moderne, qui a l'air de trouver... C'est pas le commissaire, c'est le patron du musée d'art moderne. Voilà, bah alors lui, il a l'air de trouver ces 3 œuvres autour de la guerre absolument magnifiques. Ouais. Il les a mises vraiment en valeur dans l'exposition. Ça, c'est quand c'est au contact de Giono, effectivement, c'est tout le côté un peu pacifiste de Giono que Buffet a voulu traduire. Et nous, quand on les a vus, on s'est dit, mais ça passe pas, quoi. On n'y croit pas. Et effectivement, ce fond dans les rouges-oranges, ça fait un petit peu un dégradé. Il y a pas d'émotion là-dedans, quoi. Il n'y a pas d'émotion non plus dans le patron du MAM, là. Il est un gestionnaire bouffi, là. Et son blabla, c'est insipide, c'est débile, en disant, oui, moi, j'aimais pas beaucoup Buffet avant, voilà, mais... Alors maintenant, on sent un retour, enfin, lui, il surfe sur le retour, voilà, c'est tout ce qu'on a compris. Mais on n'a pas, il bouleverse son discours, enfin, son laïus sur Buffet, sur le retour de son œuvre, voilà, etc. On a vu aussi un critique pourri, là, qui avait l'air vraiment mais naze, mais de chez naze, qui parlait plus de Buffet parce que, alors il demande pourquoi vous parliez pas de Buffet. Parce que c'était dans l'air, on n'en parlait pas, quoi, parce que bon. Donc il allait pas aux expos, il faisait pas de retour. Et en fait, par contre, on comprend bien ce qu'a subi Bernard Buffet. En fait, c'est quand on voit que justement dans les années 60 avec Malraux, c'est l'arrivée de l'abstraction et que Buffet est resté un peintre figuratif. En fait, on se dit c'est ça qui n'a pas plu, en fait. Donc on l'a décrié. Après on peut se servir de prétexte sur sa vie mondaine, mais finalement sa vie mondaine, elle regardait que lui. Enfin, c'est pas, il y a pas des choses si tragiques que ça par rapport à Picasso, a gagné plein d'argent, a eu des châteaux. Enfin, ça, on l'a pas décrié pour autant, quoi. Et là, on sent que c'est vraiment parce qu'il a persévéré dans le figuratif et qu'il a mis toute sa force que ça n'a pas plu à une époque où on devait faire de l'abstraction, quoi. Oui, non, mais Malraux, il a eu si vous voulez, une influence sur la création en France déplorable, quoi, voilà, déplorable. Parce que bon, évidemment, quand on prend le parti, quand on est ministre de la Culture, et quand on prend le parti d'une, est-ce qu'on peut appeler ça une école sur une autre, enfin sur les 2 grandes tendances de l'art de cette époque, c'est-à-dire l'abstraction, la figuration, quand le ministre de la Culture prend parti pour l'abstraction, évidemment que la figuration en prend un grand coup dans la gueule. Et je trouve que c'est pas le rôle d'un politique d'imposer, si vous voulez, ses goûts, surtout en matière d'art, quoi. Voilà, comme ça, on a tendance à le faire depuis ce temps-là. Et avec après, c'était aussi nocif avec Lang pour d'autres raisons, voilà. Et bon, après, c'est parce que je parle de Lang, parce que comme Malraux, il a tenu le coup pendant 5 ans, quoi, Malraux peut-être un peu plus. Après, les ministres de la Culture ont défilé à une vitesse assez hallucinante, quoi, parce que bon, ça, pour des raisons toujours politiques, c'est pas des raisons pas une question de savoir si c'était un bon ministre de la Culture ou pas. C'est une question de savoir si on pouvait le remplacer par un autre pour se faire une clientèle. Voilà, c'est tout. Bon, la peinture, quand les politiques se mêlent d'art, quand ils se mêlent de n'importe quoi d'ailleurs, ça vire souvent à la grosse catastrophe, ou cacabouilla, voilà, le plus trash, pour dire ça à propos de Bernard Buffet, qui a d'ailleurs, il parle un peu, parce que l'intervieweur dans le film lui demande son avis sur l'art abstrait, qu'est-ce qu'il pense de l'art abstrait, et je dois vous dire que la réponse, elle est assez dure pour les abstraits, je dois te dire, Et il m'a pensé beau pépère, Ouais. Alors on peut rappeler peut-être un peu les grands thèmes de ces expositions, parce que alors Bernard Buffet, en fait, je pense dans l'esprit, souvent c'est le clown, c'est ça, c'est un portrait de clown qu'il a vraiment fait connaître de la manière la plus populaire, même si ce visage de clown, pour moi, c'est loin d'être le meilleur de ce qu'il a fait. Mais il a beaucoup travaillé quand même autour du cirque. Et pour lui, le cirque, c'était quand même ce qu'il en représente du cirque. C'est tragique, c'est de l'angoisse. Oui, c'est ça, c'est vraiment des questions existentielles, quoi. Que ce soit des trapézistes, que ce soit des acrobates, il y a quelque chose de terriblement triste dans toutes ces représentations.
Et là, au musée de Montmartre, la première salle est consacrée au cirque. Et donc il y a Bernard Buffet, en fait, à côté de chaque dessin, a fait un petit texte. Et c'est poignant, quoi. C'est vraiment... Bernard Buffet, apparemment, n'aimait pas les hommes, quoi. Il détestait l'humanité. Et tout ce qui ressort de ces textes, c'est vraiment des critiques des travers humains, quoi. Oui, tout à fait. Le cirque, si vous voulez... Je voulais dire quelque chose d'intéressant pour une fois, mais bon, ça m'échappe, le cirque. Ah oui, si le cirque, si vous voulez, habituellement, c'est présenté d'une manière un peu joyeuse. On peut voir, si vous voulez, les peintres modernes, comme c'est Seurat, je crois, ou les pointillistes ont représenté le cirque, c'est gai, il y a des couleurs, il y a des gens... là... Avec Buffet, c'est plutôt la sinistrose, je veux dire. Et de mon point de vue, en tout cas, moi je vois le cirque comme lui. Pour moi, le cirque, c'est quelque chose d'épouvantable, si vous voulez, parce que je suis sorti malheureusement de l'enfance pour certaines choses. Évidemment, quand j'étais petit, quand nos parents nous emmenaient au cirque, là, c'était la fête, mais si vous voulez, j'y suis allé adulte une fois, je me souviens, c'était à Cavaillon, je crois. Et là, je dois dire que pour moi, c'était une catastrophe, quoi. En plus, ce jour-là, il y a un condor qui a échappé à son oiseleur et qui est venu se poser sur la tête d'un spectateur. Je vous dis pas, dans le cirque, vous savez, les griffes. Les griffes des condors, bon, le mec, il a eu la chance de pas avoir la tête broyée, quoi. Non, le cirque, je trouve, si vous voulez, de voir ces animaux, là, ces félins magnifiques que sont les lions, les tigres, etc., ramper devant un mec avec un fouet, voir ces clowns que je trouve très tristes, leurs blagues pourries à 2 balles. Là. Voilà, les trapézistes, on a toujours peur qu'ils se cassent la gueule s'ils écrasent sur la pelouse, donc on n'est pas vraiment joyeux de les regarder. Enfin, pour moi, et je crois que Buffet, il traduit ça d'une manière assez, comment dire, exceptionnel, c'est un peu con. Ouais. Sauf effectivement, je trouve qu'il y a toujours deux parties. Il y a la façon dont il traduit qui prend au triple, là, justement. Et puis après, il y a d'autres interprétations qui, là, ça y est, s'empâtent, se colorent, brillent. Et pour moi, ça fonctionne plus, quoi. Oui, alors n'allez pas avec piquet-coup devant les empattements brillants de Buffet, parce que là, vous en prendrez plein la tronche. Mais je pensais même, quand on était au musée d'art moderne, justement, c'est quand même très intéressant, toute cette rétrospective, voir la césure dans son arc. Il y a cette période misérabiliste, et après qu'on passe à quelque chose de voyant. Et en fait, c'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que, malgré tout, pratiquement jusqu'à la fin, il reste des œuvres qui touchent. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé tout son travail sur l'enfer de Dante, et sur le Capitaine Nemo, qui sont des œuvres plutôt quand même dans sa dernière partie de vie, et qui là parlent énormément, où là effectivement c'est encore Bernard Buffet qui est tout seul dans les affres de l'enfer, ou alors qui est dans sa bulle et qui est le Capitaine Nemo, quoi. C'est flagrant, quoi. Ouais, absolument, oui. Ah oui. Non, si vous voulez, moi je pense que d'ailleurs, je sais pas si sa vie avec Berger était si gaie que ça, parce que bon, sa peinture, à ce moment-là, elle est, pour tout dire, pas sinistre, mais presque. Tant qu'il était avec Berger, une fois qu'il s'est échappé de chez Berger l'a soi-disant congédié, il s'est retrouvé avec une petite minette vraiment mignonne et tout, et là, sa peinture a radicalement changé, quoi, quand même. Il y a eu des formes plus rondes, c'était moins anguleux, parce que même quand il a fait la guerre, quand on voit la guerre là dans le ciel avec son épée et tout, la guerre là un petit bidou assez rondouillard et tout ça, voilà. Il perd, si vous voulez, son côté incisif, de graveur presque. Vous voyez, c'est des peintures de graveur. Voilà. D'ailleurs, c'est un très très grand graveur. Et voilà, c'est Buffet. Sa vie sentimentale, je crois, a eu, et c'est normal. Je pense qu'il y a Picasso, lui, c'était toutes les nanas qu'il avait qui lui permettaient de continuer à vivre et à peindre. Il prenait tout ce qu'il avait à prendre, après il changeait. Buffet, il l'a fait qu'avec une, voilà. Mais en tout cas, moi, je peux pas empêcher de penser que, si vous voulez, sa séparation d'avec Berger a ouvert Buffet aux joies quand même de la vie, aux joies
aux joies du sexe, de l'amour, voilà, avec cette magnifique jeune femme, voilà, qui avait certainement une expérience amoureuse un peu plus riche que celle de Bernard Buffet. Ah bah c'était la liberté de l'heure, ça, Saint-Germain-des-Prés, c'était très ouvert. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que Buffet, donc, dans son musée, par exemple, au Japon, il y a des séries sur le kabuki, il y a des séries sur les sumo. Là, on en a vu quelques-uns. Il a peint aussi donc ses paysages, et puis il a peint des maisons, il a peint des bateaux, des voitures. Enfin, on se demande ce qu'il a pas peint. Moi, à mon avis, il a tout peint. Il a tout peint. Tout. Non, mais c'est là, il avait besoin de peindre, donc il peignait tout ce qui lui passait par la tête ou devant les yeux, ou toutes ses envies, tous ses, voilà. Je veux dire, ses bagnoles, bon, c'est bien fait, hein, c'est pas, mais enfin, pour moi, c'est pas exaltant. Ces paysages, par contre, ça pose beaucoup d'interrogations. Bon, il aimait beaucoup, il admirait Courbet. Je suis pas sûr que c'était les meilleures choses qu'il ait faites, mais bon, autant paysage, peut-être en paysage, mais quand il fait les deux sœurs de Courbet enlacées, là, enfin une peinture de Courbet, je trouve que bon, c'est un petit peu léger. Enfin, pour moi, c'est une interprétation sans en être une, parce que on reconnaît pas vraiment la patte de Buffet dedans. Non, quand il essaye de rendre hommage à Courbet, je pense que c'est un peu raté, quoi. Par contre, il a des paysages, je vous dis, naturalistes, pratiquement naturalistes. On se demande si c'est pas un Courbet, pas un Courbet, oui, il y a des Courbets évidemment, mais on se demande si c'est pas un Corot. Un Corot, voilà, des choses comme ça. Ouais. Mais par contre, il y a aussi des paysages qui sont dans son style, donc très anguleux. Et en fait, il peignait pas sur le motif. Hein. Il travaillait que dans son atelier, donc soit de mémoire de carte postale, soit simplement de mémoire, tout simplement. Quoi. Mais là, alors moi, je suis totalement insensible à ces paysages, à ces châteaux, à ces ports, etc., voilà. Surtout qu'on a eu l'occasion de voir des peintres naturalistes, voilà, à Étaples-sur-Mer, il y a un petit musée là, on a vu des gens, c'est comment C'était l'école de Virginie de Montbreton. Oui, voilà, c'est ça. Là, je veux dire, là, ça me parle, moi. Pas parce que c'est une peinture, c'est pas parce que c'est une peinture du 19e, c'est parce que, si vous voulez, elle traduit bien cette ambiance des bords de mer, des tempêtes, des épaves, des naufrages, des travailleurs de la mer ou des travailleuses comme ces femmes qui allaient chercher comment on les appelle là, les sautrières. Les sautrières, ces pêcheuses de crevettes, hein, qui marchaient à pied pendant des heures pour aller au boulot, et puis qui revenaient le soir pendant des heures à pied et pieds nus parce qu'ils marchaient dans le sable, évidemment, pour revenir du boulot. Voilà, ça il y a de l'émotion dedans. Ou même le peintre qu'on a vu avec ma camarade à Fécamp, là, même si c'est pas de la grande peinture, voilà, comme celle que je viens d'évoquer, mais quand même, dedans, il y a une vie, il y a une intensité, il y a une émotion. Buffet et ses paysages, je dois dire que c'est bon, c'est picturalement, si vous voulez, esthétiquement, graphiquement, c'est magnifique, mais il n'y a pas d'émotion dedans. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Hein. Ouais. Et toi, tu parlais de gravure, et justement, au musée de Montmartre, on a vu une grande plaque de gravure. Ouais, 1 mètre et quelques sur 1 mètre, énorme. J'avais jamais vu une plaque comme ça, quoi. C'est sa concurrente directe actuellement, c'est Agnès Dubart. Agnès Dubart, voilà. Elle est une concurrente, mais elle fait pas sur cuivre, elle fait sur bois, mais bon. Mais je pense que Bernard Buffet a gravé apparemment toute sa vie. Hein. Il a commencé en 48, il a gravé jusqu'à sa mort. Et en fait, au musée, il précisait que quand les imprimeurs le voyaient attaquer les plaques avec une telle puissance, en fait, avec ses instruments, en fait, ils redoutaient après de devoir la prendre à main nue pour les ancrer. Ça devait leur faire peur, quoi. Ah oui, parce que et qu'il arrivait donc très tôt à l'atelier, qu'il travaillait plus de 12 heures, en fait, il travaillait jusqu'à épuisement, quoi. Et qu'au total, il aurait réalisé à peu près 365 planches. Ouais. Et alors,
son imprimeur était du côté de la rue Cortot, là, enfin à Montmartre, dans le coin, et il a acheté une maison rue Cortot, au 20 de la rue Cortot, qu'on a regardé avec mes camarades, on aura bien d'y rentrer, hein. faut voir la bouse. Hein. Le musée doit être au 14, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et son imprimeur était dans le coin, alors il a acheté juste cette bouse là, pour pouvoir être plus près de chez son imprimeur, pour pouvoir aller travailler, voilà, c'est quand même... Hein, les mecs comme ça, bon, mais il faut voir les choses. L'engin à Montmartre, Ouais, sinon, il a fait aussi, il a travaillé avec Jean Cocteau, il a fait de l'illustration de bouquins. Ce qu'on lui a reproché aussi, ce qu'on voit très bien dans le film, c'est que il y a eu des sous-produits, il y a eu une vulgarisation de son travail, donc effectivement, il y a eu des tasses, il y a eu des serviettes, des baskets, enfin, et ça lui a été reproché à l'époque, quoi. À l'époque, mais c'est ce qui se fait maintenant régulièrement. Regarde Andy Warhol, regardez Basquiat, regardez l'autre Guettaring, voilà, les sous-produits, voilà, ou même en France avec Combas, avec les Di Rosa, etc. Voilà, mais à son époque, oui, il y a des époques cons comme ça, voilà. Bon, d'abord c'est pas lui qui les faisait, les trucs c'était des sous-produits de son, c'était tiré de son œuvre évidemment, mais bon, il n'était pas la manœuvre forcément lui. Ouais. Mais effectivement, ça sortait aussi là, justement, d'un milieu, d'un entre-soi privilégié. C'était aussi une façon de populariser son art. Tout à fait. D'ailleurs, c'était un artiste populaire. Il y a eu des expositions où il y avait une foule qui se pressait de secrétaires, de dactylos, de ménagères, etc., etc. Et ça faisait chier l'élite artistoc de ce biopays, qui est un pays assez conservateur, vous voyez en ce moment. Bon, bref, on a avec Bernard Buffet une espèce de comment dirais-je, sa vie reliée, si vous voulez, d'une certaine manière, touchait les gens de son époque, contrairement à on n'a jamais vu, pour Mathieu, par exemple, des foules populaires se précipiter pour voir ses expos. Hein. Voilà, c'était ni pour aucun depuis Bernard Buffet ou avant, peut-être avant Bernard Buffet encore, je sais pas. C'était vraiment unique, ça, et ça devait faire chier tout le monde, tout ce petit monde d'élite, etc., etc. Ouais, c'est un peintre, il peint pour les prolos, quoi, voilà, etc., etc. Mais il valait mieux que les prolos aiment cette peinture, c'est quand même déjà une peinture quand même qui d'un certain niveau, si on peut dire, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des petites machines de Lourdes ou de Notre-Dame de Lisieux, enfin quelque chose comme des tours Eiffel, hein, c'est quand même mieux, hein, mais qu'on aime même les clowns de Bernard Buffet, même si ma camarade n'aime pas, mais elle est pas très populaire, elle est un peu élitiste, hein, entre nous. Hein, non, c'est pas tous les clowns, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois dans ce qu'il fait, il y a un moment où ça bascule vers quelque chose que je n'aime plus parce que c'est un peu trop de brillance et de pâte, alors que j'aime la pâte en général. Et puis il y en a d'autres qui restent justement juste ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est la complexité de son travail. Et d'ailleurs, le film commence en disant Bernard Buffet, c'est une énigme. Et nous, on a quand même été un peu là-dedans. On a vu la première expo au Musée d'Art Moderne. Au départ, tu voulais pas trop aller à Montmartre. Et puis finalement, on y est allé. On en a beaucoup discuté. Et on a terminé en regardant ce film. Et je pense qu'il faut presque tout ça et tout ce temps-là pour arriver à comprendre un peu qui était Bernard Buffet. Enfin, un peu, hein. Pas complètement. Mais un peu quand même. Mais on sent que lui, de toute façon, physiquement même, voilà, il repousse les gens. Enfin, on sent qu'il a aucune empathie pour le monde qui l'entoure. Hein. Ça, c'est flagrant. Il a aussi été sculpteur, il faut pas l'oublier. Surtout c'est ces insectes, encore une fois, parce qu'il aimait beaucoup l'entomologie, toutes ces choses-là. Il a sculpté il a dû se faire aider de praticiens, à mon avis, mais il a monté des énormes sculptures d'insectes bien avant Louise Bourgeois, bien avant tous ces gens-là. Voilà, c'est magnifique, hein, incontestablement. Il a fait même des planches comme les planches de Buffon, hein, c'est lui qui les a faites. Et même au musée de Montmartre, non, il faut y aller vraiment au musée de Montmartre, parce que c'est intimiste, c'est vrai, mais on est plus proche de l'homme que du musée d'art moderne. Voilà, et il a fait cadeau sûrement à Annabelle, une palette d'aquarellistes, et dans chaque petit godet de la palette, il avait dessiné un insecte, quoi. Et en noir et blanc, c'est magnifique, hein, on voit ses outils de graveur aussi, c'est impressionnant. Non,
Bernard Buffet au musée de Montmartre, oui, c'est un bon plan. Moi, je voulais pas y aller, ça me faisait chier au musée de Montmartre, parce que c'est toujours un peu ambigu, cette histoire de Montmartre. J'aime beaucoup Montmartre, même ce qu'il est devenu actuellement. Si on oublie les touristes, il y a toujours quelque chose dans Montmartre qui met, on est dans un lieu un peu mythique comme ça, et ajouter le lieu mythique à un peintre mythique, ça fait un peu trop pour moi. Mais je suis pas déçu que Piquet-Cou ait insisté pour qu'on y aille, parce que c'est vraiment important, en complément de cette immense rétrospective du musée d'art moderne. Voilà. Ouais. Moi, je pense que le musée d'art moderne permet plus de comprendre son œuvre quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'œuvres de chaque période. Ouais. Donc, puis vraiment des grandes œuvres, parce qu'il y a beaucoup plus de place qu'au musée de Montmartre. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, ce que n'aimait pas Piquet-Cou, alors d'entrer au musée d'art moderne, Piquet-Cou avait une gigantesque peinture d'une corrida. Alors là, je me suis dit, on va retourner, on va repartir, hein, parce qu'elle était saisie par ça. Alors tout de suite, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, non, il faut dire, j'ai quand même une certaine résistance, pour me bousculer, il faut y mettre la bonne volonté. Mais quand même, avec Piquet-Cou, c'est toujours, des fois, elle a des trucs comme ça oh là là, non, ça, j'aime pas du tout, hein. Puis elle vous en fait un roman, hein, pendant toute l'exposition. Alors, c'est pensé, mais bon, voilà, c'est vrai. Et alors que moi, même si je suis pas du tout partisan de la corrida, parce que Piquet-Cou, elle réagit comme ça, parce que elle déteste la corrida, elle y est jamais allée, mais enfin, elle déteste l'idée de tuer des animaux comme ça, aussi sauvagement et tout. Je suis tout à fait d'accord avec elle, mais si vous voulez, quand même, picturalement, c'est quand même quelque chose, quoi. Il n'y a aucun doute. Et sur le cul du taureau, il a mis ses initiales bébé sanglant, là, comme si on avait avec une épée, sur le cul du taureau. Et ça veut dire quelque chose, ça aussi, quoi. Oui, c'est ça. Là, on comprend qu'effectivement, ce qu'il montrait à ce moment-là, c'est que lui aussi, c'était lui qui était aussi assassiné. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas évident. Et c'est vrai que comme on s'attendait à voir plus de sa peinture misérabiliste, arriver sur ce grand tableau brillant de partout, c'était un petit peu choquant, quoi. Oui. Parce que les explications sont pas franchement données, quoi. Il faut faire marcher sa matière grise, quoi. Oui, tant mieux qu'il faille faire marcher sa matière grise, parce que autrement, ça sera un petit peu chiant. Nous, on la perdrait. Ah bah oui. Enfin, oui, c'est... Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est perdre sa matière grise. Ça, je vois ça. Ah ouais, c'est... Non, je vais pas le dire, parce que c'est vraiment dégoûtant. Mais enfin, bon. C'est un grand acteur que Piquet-Cou déteste aussi, qui bouffe comme une vache, si les vaches bouffent, en tout cas, et qui un jour a une chiasse monumentale, et il dit, j'ai cru que j'allais aussi chier ma cervelle. Bon, ça, Robert, j'aurais dû te couper avant. Hein. J'avais trouvé ça assez drôle. Enfin bon, voilà, on pourrait vous en raconter encore beaucoup sur Bernard Buffet, sur son œuvre, sur sa vie. Je suis pas sûr que sa vie, c'était quelque chose de formidable, mais bon. Hormis son travail. Et quand on est allé, c'est samedi, au musée de Montmartre, en fait, il y avait encore, l'exposition venait juste de démarrer, mais il y avait encore peu de visiteurs. Hein. Oui, et comme au musée d'art moderne d'ailleurs. Ouais, mais c'est le début des expos, c'est pas. Il y a peut-être aussi le fait, ça fait quand même. Il est mort en 70, ça fait 40 ans. Il est mort en 99. Ah oui, merde, en 99, je suis con, moi. Oui, en 99, je suis là, mais c'est vrai. En 99, donc ça fait 28 ans. Oui, enfin bon, ça fait ça fait un bon bout de temps qu'on n'en parle plus du tout en France. Hein, ça fait 17 ans. 17 ans, oui. Bon. Voilà. Mais on peut y ajouter aussi une trentaine d'années avant, quoi. Moi, je peux dire que ça fait 50 ans qu'on n'en parle plus en France, quoi. Voilà. Ouais. Et l'avantage du musée de Montmartre aussi, c'est qu'une fois qu'on est dans l'enceinte de ce musée, qu'on a regardé l'exposition, on est complètement isolé de toute la foule qui peut y avoir autour, quoi. On est à ces petits jardins, ces jardins Renoir qui sont quand même très beaux. Il y a aussi l'atelier de Suzanne Valadon du trio qu'on peut visiter. Donc c'est un petit sas de décompression quand on se promène dans Montmartre. Oui, c'est vrai. Alors nous, on est redescendu, on n'est pas allé jusqu'à la place du Tertre, hein, on a évité. On est redescendu jusqu'à la rue Colincourt, là, pendant les petites rues, en passant pas loin de la maison Rose, à côté d'ailleurs, etc. Et on s'est retrouvé, tranquillement,
au métro Pigalle, Blanche. Ah oui, Blanche. Oui. Blanche, voilà. Voilà, vous descendez tranquillo. Monter, par contre, c'est la vache. Alors, moi, normalement, je prends le machin qui monte, le funiculaire. Là, il y avait une queue. Alors, on a dû s'attaquer les marches, mais j'ai pris la première volée de marche et tout de suite à gauche. Et après, plus de marche. On est monté comme en montagne avec des rues en lacets, vous voyez, pour arriver jusqu'à la rue Cortot. C'était plus tranquille. Rue Le Pic, dans le marché qui s'éveille dès le premier soleil, sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs. Rue Le Pic, les voitures de 4 saisons offrent toutes à foison tomates rouges, raisins verts, melons d'or et primes verts au public. Et les cris des marchands s'entremêlent en un chant, et le murmure des commères fait comme le bruit de la mer. Rue Le Pic, et ça grouille et ça vit dans cette vieille rue de Paris, et ça chante et ça pleure et ça bat comme un cœur. Rue Le Pic, rue Le Pic, il y a du bon populo qui se bagnode au hasard, et des petits rigolos qui viennent faire le lézard. Rue Le Pic, et les Jules qui ne font rien ou qui n'en font pas trop se reposent dès le matin aux terrasses des bistrots. Et là-bas, deux amants sans façon se promènent tout contents, aux marchands de 4 saisons ils achètent du printemps. Rue Le Pic, sous les yeux amusés des badauds qui se trouvent là, ils échangent des baisers dans un bouquet de lilas. Rue Le Pic, rue Le Pic, il y a des cabots et des gosses à poulbeau, et un flic tout vermeil qui se prélasse au soleil. Mais surtout, il y a une belle fille aussi belle que l'été, elle marche en espadrille et rit en liberté. Rue Le Pic, et la rue est toute fière de son beau regard clair et de sa belle santé, elle qui l'a enfantée. Et toujours la fille avec amour à sa rue dit bonjour, et la rue extasiée la regarde passer. Et la rue monte, monte toujours vers Montmartre là-haut, vers Montmartre là-haut, et ses moulins si beaux. Rue Le Pic, rue Le Pic, rue Le Pic. Oh. Patachou, rue Le Pic. Oui, qu'on a descendu pour rejoindre la place Blanche. Voilà. Et puis il était de Montmartre, lui, il était né à Montmartre. Il était né au Batignolles, pas très loin. Puis, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on aurait encore plein de choses à vous raconter sur Bernard Buffet pour essayer de nous faire comprendre et de comprendre nous-mêmes pourquoi on l'aime ou on le déteste, voilà. Mais bon, je crois qu'on a fait un petit résumé là, suffisant pour pouvoir vous donner peut-être l'envie d'en apprendre plus, si vous voulez, sur le net, en allant voir la rétrospective du MAM, en allant voir l'expo à Montmartre, peut-être en achetant son CD. Il y a des bouquins aussi, évidemment, il y a le catalogue de l'exposition à Montmartre. Il y a les 2 catalogues dans chacun des musées. Et il y a un autre bouquin, alors ça c'est les entretiens avec Pierre Berger, donc ça on peut le feuilleter un peu sur place pour avoir une idée. Et il y a surtout aussi ce film, peut-être si on a, pour ceux qui ont la télévision, de regarder sur Arte le 6 novembre, donc à 17h25, quoi, ou la semaine qui va suivre. Ouais, je crois que c'est important, peut-être pas pour comprendre tout de Bernard Buffet, mais pour avoir quand même une petite idée de qui était ce personnage, voilà, qui est toujours pour moi en tout cas, je pense que pour moi Camarade aussi, toujours assez énigmatique. Voilà. Ouais. Alors au musée d'art moderne, l'exposition, donc c'est le musée d'art moderne, c'est 11 avenue du Président Wilson. L'exposition est jusqu'au 26 février 2017. Et au musée de Montmartre, l'exposition est jusqu'au 5 mars 2017. Et le musée de Montmartre, c'est rue Cortot, c'est 12 ou 14 rue Cortot. Oui, voilà, c'est une petite rue, c'est juste avant d'arriver place du Tertre, quoi. C'est très facilement,
on la trouve assez facilement, je pense. Voilà, alors dans les autres expositions, on peut rappeler le musée Eugène Carrière, célébrité de la belle époque de Clémenceau à Verlaine. Ça, c'est jusqu'au 19 mars à Gournay-sur-Marne, rue Ernest Pécheux, tous les dimanches de 14h à 18h. Une exposition Gérard Garouste, donc on en parle parce qu'on va y passer, donc on fera une émission à ce propos. Donc ça, c'est à Mons, en Belgique, c'est jusqu'au 29 janvier. Caroline Demangel à la galerie Paula d'Ardouin, qui est 86 rue Quincampoix, une exposition qui s'appelle Elle a dit, qui s'intitule Elle a dit jusqu'au 12 novembre. Le lieu de nos amis Nathalie et Denis qui s'appelle La Chaudière. Il y a une exposition future de Mario Agostini, c'est jusqu'au 31 octobre. Et ça, c'est donc 86 rue du Poteau, tous les jours de 16h à 20h. Il y a l'association pour l'Estampes populaires qui va fêter le jour des morts. Hein, c'est 49 bis rue des Cascades. Et là, c'est jusqu'au 15 novembre. Voilà, sinon je pense avoir fait presque tout le tour. Si, rappelez, quand on avait Marie-Christine Béguet la semaine dernière qui nous parlait gravure avec passion, qu'il y a une exposition jusqu'au 27 novembre, c'est une exposition avec une entrée libre dans les couloirs de la BNF qui s'appelle Ourdla, donc c'est une imprimerie et il y a 38 ans d'estampes contemporaines. Il y a la galerie Licence 4 qui a déménagé, qui est à Lyon, et qui, à partir du 26 octobre jusqu'au 20 novembre, donc c'est 5 places du gouvernement, c'est la rue Saint-Jean, organise une exposition collective. Et on la mentionne parce qu'en fait, Jean-Paul Souvraz, dont on parle souvent ici dans l'émission, en fait, expose là-bas, quoi. Voilà, et ça, c'est du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h. Et j'ai noté, pour ceux qui aiment la musique et qui aiment les chansons de Mélis Mel qu'on passe de temps en temps ici, Mélis Mel est en concert à la Maroquinerie ce jeudi à partir de 20h et ça coûte 20 €. Ouais. Absolument. Et maintenant le culturel de la semaine. Alors bon, j'ai fini le film La Rafle de Rose Bosch, un film qui date de 2009, qui relate, si vous voulez, la rafle du Veldiv pendant la dernière boucherie mondiale à Paris, là, voilà. C'est à gerber de revoir ces événements terrifiants. Je comprends pas très bien la critique négative qu'il y a eu sur ce film. Moi, je parle pas je suis pas cinéphile, je suis pas un exégète de l'art cinématographique, mais bon, j'ai trouvé que la relation de cette tragédie était correctement faite, et que c'est un film qu'on peut voir ou revoir avec intérêt si on veut un peu comprendre ce qui se passe actuellement à propos des Juifs, ce qui n'excuse pas ce qui se passe en Israël, en Palestine, mais bon, il faut quand même connaître un petit peu cette histoire, parce que aujourd'hui, l'actualité, si vous voulez, a l'air de prendre le chemin du retour vers ces choses-là, mais plus avec les Juifs, parce qu'en France, c'est pas vraiment indiqué, le négationnisme et tout ça, mais alors, puisqu'on peut plus s'attaquer aux Juifs, on s'attaque aux musulmans, voilà. Bientôt, probablement, une étoile jaune, pas à la place de l'étoile jaune, il faudra leur coudre sur leur verre des vestons une lune jaune, voilà, un croissant jaune pour tout dire. Voilà. On prend le chemin de la route, vous avez vu, avec les dernières pétarades du Front National, là, puis c'est pas fini, hein, puis il n'y a pas que lui, il y a les mecs de la droite qui sont au rendez-vous. Ouais. Alors moi c'est plus divertissant et plus ludique. J'ai lu Au rendez-vous des Terre-Neuve, donc c'est un petit roman policier de Simenon. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il a écrit quand il naviguait sur son bateau l'Ostrogo. Là, apparemment, c'est quand il était au niveau de Morsan. Et donc, Au rendez-vous des Terre-Neuve, voilà, c'est ce qu'on a vécu quand on était allé à Fécamp. Ça se passe à Fécamp. À Fécamp et à Yport, et là on se retrouve à bord le chalutier qui part pour la pêche pendant plusieurs mois, et puis au retour le capitaine est mort, et on voudrait bien savoir ce qui s'est passé. Voilà. Ouais. Et puis un documentaire qu'on a regardé hier avec ma camarade, Les Colons, un documentaire de Shimon Dotan sur les colons israéliens. Voilà, c'est assez glaçant d'une certaine manière.
ça se veut objectif. Il n'y a pas de, ouais, c'est pas, ça la ramène pas. C'est pas un truc qui, comment on dit, qui essaye de quoi que ce soit d'un côté ou de l'autre. Enfin, on sent que c'est assez quand même, c'est regardé d'une certaine distance, non? Oui, alors on voit quand même effectivement que ces colons s'implantent de plus en plus. Ça, c'est quand même clairement montré, qui font toute cette colonisation au nom d'un messianisme juif, que en face on a un gouvernement qui laisse faire, qui les protège même, qu'il y a des relations forcément très ambiguës, enfin que c'est quand même il y a un laisser-faire. Alors après, je me demandais, effectivement, on voit quand même qu'il y a eu des attaques. Il y a je ne sais plus s'il est rabbin, celui qui raconte qu'ils ont fait sauter les voitures de 3 maires de villes palestiniennes. Il raconte ça froidement et qu'ils avaient l'intention de faire sauter le dôme du Rocher. Le dôme du Rocher, voilà, avec 300 kilos d'explosifs. Et il nous regarde avec ses grands yeux bleus et il nous raconte ça froidement. Donc je pense qu'on arrive quand même à voir l'horreur de ce que sont ces colonies israéliennes en territoire palestinien. J'espère, quoi. Oui, avec des cartes pour bien préciser les choses et où on voit, si vous voulez, tous ces avant-postes coloniaux, etc., etc. Tout est vraiment, c'est une organisation, mais vraiment, il y a rien de laissé au hasard. Voilà, ils encerclent peu à peu le reste du territoire palestinien qui est enfermé dans l'espèce de voilà, c'est des camps de concentration à ciel ouvert, en quelque sorte. On voit quelques interviews de Palestiniens, mais la majorité est consacrée aux colons juifs, voilà, aux colons juifs, je vous dis, c'est fini l'histoire, enfin c'est fini. Si vous voulez, quand j'étais adolescent, moi je serais bien allé dans un kibbutz, hein. J'avais pas aucune idée, moi je trouvais que c'était fabuleux de pouvoir travailler comme ça la terre, d'être entre copains, copines et tout. Il y a beaucoup de jeunes gens, je pense, des années 50, 60 qui pensaient ça, mais maintenant, quand on voit où ça a conduit, je veux dire, c'est fini l'histoire des kibbutz. Enfin, il y en a peut-être encore, mais je veux dire, à l'origine, c'était beaucoup des gens, des socialistes d'Europe de l'Est, même des communistes qui s'étaient barrés, voilà, à cause des nazis et tout, puis qui étaient là et qui essayaient de créer un monde un peu nouveau, voilà, un peu utopique, mais c'est plus du tout la même chose. Ouais, sachant que quand même certains kibboutz étaient déjà construits sur des ruines de villages palestiniens. Ouais, comme Tel Aviv qui est construit sur les ruines de 7 villages palestiniens, quoi. Voilà. Alors, quand on vient nous faire du violon là ou de la trompette en disant que Tel Aviv, oui, c'est une gauche ouverte, enfin, n'empêche qu'ils sont établis sur les ruines de 7 villages palestiniens. Combien de centaines de milliers de vies, voilà. Bon, bref. Mais il est très intéressant de pouvoir regarder ce documentaire de Shimon Dotan. Ouais, voilà. Nous, c'est vrai qu'au départ, on pensait avoir un regard palestinien, donc on était un petit peu surpris. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que quelqu'un qui n'est pas au courant de l'histoire, de ce qui s'est passé depuis le début du XXe siècle, quasiment, enfin, est-ce qu'il est à même de comprendre l'horreur vécue côté des Palestiniens, quoi. Je crois pas. C'est la question qu'on s'est posée, quoi. Ouais. Et je crois pas, parce que si vous voulez, on voit pas franchement... on voit à peine le côté palestinien, on voit surtout le côté des colons. D'ailleurs, ça s'appelle les colons, ça s'appelle pas les Palestiniens. Nous, on voit bien les choses qui vont pas. Si vous voulez, on voit bien les crimes qui sont commis. Au nom de rien du tout d'ailleurs, mais bon, si on n'est pas averti comme nous de ce qui se passe là-bas, oui, effectivement, on peut être un petit peu passer un petit peu à côté des choses véritables, voilà. Ouais, c'est vrai qu'avec une bonne connaissance de l'histoire, ça prend toute sa valeur. Oui, tout à fait. Mais il faut avoir une connaissance de l'histoire. Voilà. La tierra de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
a corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa caballo cuadralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuadralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar,